Konnichiwa. Ni hao. Selamat Namaste. Assalamu alaikum. Buenos días. Bonjour.
When the first ray of sunshine hits the shores of Hainan, reflecting in bright blue sparks from the surface of the water, coconut palms are gradually revealed, swaying over white sand beaches. Like a bright pearl embedded in the South China Sea, Hainan is a treasure trove overflowing with the riches of nature. The island province enjoys a comfortable climate, tropical landscape, and vibrant minority cultures, adding to its romance and allure. Unspoiled natural beauty, cultural diversity, and joyful friendship are gifts that Hainan offers to the world. Enjoy a carefree dip in the deep blue seas of Hainan. Hainan, the only tropical island province in China, boasts a 1,823-kilometer-long coastline, dotted by 68 picturesque bays and more than 50 islands. A wide array of water sports and activities are offered in Hainan, including scuba diving, deep-sea fishing, surfing, sailboarding, parasailing, sailing, motorboating, and jet skiing. No matter what your passion is, you are sure to make the memories of a lifetime in the deep blue waters of Hainan. Taking a cruise is an amazing way to experience the ocean.
Sir, this is the Beihai Park, 850 years.
Sir, this is the Beihai Park, 850 years.
Au printemps 2014, j'étais en Chine et deux événements concomitants m'ont frappé. D'abord, l'UNESCO a inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité une partie de la route de la soie, soit 5000 km allant de la Chine jusqu'à l'Asie centrale pour consacrer ces échanges entre l'Europe et l'Asie. Et d'autre part, au même moment, l'État chinois publiait une carte d'une nouvelle route de la soie, tout à fait actuelle, que je vais vous montrer et interroger. Tout commence en Chine, au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'un empereur de la dynastie des Han, Han Wuti, cherche à protéger la frontière nord de l'Empire des attaques d'un peuple de nomades, des Xiongnu, qui menacent la Chine et l'Asie centrale. Han Wuti forme une alliance avec la Bactriane pour faire face à cet ennemi commun. La Bactriane, c'est l'ancien royaume gréco-bactrien, situé entre le Pamir et l'Hindou-Kush, qui a pour capitale Bactre dans l'actuel Afghanistan. Eh bien, ce mouvement politico-diplomatique va en fait ouvrir des itinéraires commerciaux vers l'ouest de la Chine. Voyons le tracé des principaux itinéraires terrestres de la route de la soie. Le point de départ est Chang'an, au centre de la Chine. La route passe ensuite entre le désert de Gobi et le plateau tibétain, puis contourne le désert du Taklamakan par le nord ou par le sud, avant de traverser les hautes montagnes d'Asie centrale, de passer au sud de la mer Caspienne, pour enfin atteindre les rives de la Méditerranée. Voici maintenant les routes qui complètent ces itinéraires et maintenant les villes-étapes qui les jalonnent. On repère Yarkand, Kashgar, Samarcande, Alep, Alexandrie, Athènes. Ces itinéraires terrestres sont plus tard complétés par des routes maritimes. Leur point de départ est Guangzhou, elles contournent le sous-continent indien, puis la péninsule arabique, avant d'atteindre la Méditerranée. Alors, cette route de la soie, ou plutôt ces routes de la soie, vont avoir au moins 3 fonctions. Les échanges commerciaux, la Chine exporte principalement de la soie, dont elle reste l'unique producteur jusqu'au 5e siècle, et en retour, elle reçoit de l'or, des métaux, des pierres précieuses. La diffusion de religions, telles que le bouddhisme, du sous-continent indien vers l'Asie centrale, puis vers la Chine, le zoroastrisme, le manichéisme, le nestorianisme, des religions originaires du monde perse vers la Chine, et puis l'islam à partir du 7e siècle. Et enfin, elle permet aussi la diffusion de formes culturelles et artistiques telles que l'art gréco-bouddhique du Gandhara, des techniques chinoises de fabrication de l'acier ou du papier, des connaissances scientifiques, plus bien sûr toutes sortes de migrations et de métissages qui accompagnent toujours les échanges commerciaux. C'est vers le XVe siècle que cette route commerciale cesse progressivement d'être empruntée, du fait de l'insécurité grandissante le long de la route et du fait de la politique isolationniste menée par les empereurs de la dynastie Ming. Bien, mais alors pourquoi vous parlez aujourd'hui de la route de la soie? Eh bien parce que la Chine de 2014, dans son discours, la réinvente. En mai dernier, l'agence de presse Xinhua She, qui est détenue par l'État chinois, a rendu publique une première carte officielle de, je cite, « la nouvelle route de la soie ». Eh bien, en regardant cette carte, on mesure l'échelle du projet. Les 2 routes combinées, terrestres et maritimes, pourraient former une sorte de boucle reliant 3 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Alors de quoi s'agit-il exactement? D'une route commerciale à renforcer, à mettre sur pied, ou bien d'un concept géopolitique un peu flou? Eh bien, comme la route de la soie terrestre historique, elle part de Chang'an, aujourd'hui Xi'an. Puis elle va vers l'ouest, jusqu'à la frontière avec le Kazakhstan. Elle traverse ensuite l'Asie centrale, le nord de l'Iran, avant de continuer vers l'ouest à travers l'Irak et la Syrie. Mais là, elle se poursuit au-delà de la Méditerranée. Après avoir traversé le détroit du Bosphore, elle se dirige à travers la Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine vers la Russie. Elle relie ensuite Moscou à Duisbourg en Allemagne. Duisbourg est une ville de la Ruhr, c'est le plus grand port intérieur du monde et un carrefour pour le transport et les activités logistiques dans toute l'Europe médiane. La route atteint ensuite Rotterdam aux Pays-Bas avant de repartir vers Venise. Maintenant, la nouvelle route maritime de la soie.
Elle part de Fuzhou, inclut les autres ports du sud de la Chine, avant de passer par le Vietnam. Elle traverse ensuite le détroit de Malacca, avant d'atteindre le Sri Lanka et l'Inde, puis de traverser le reste de l'océan Indien en direction du Kenya. De là, elle contourne la Corne de l'Afrique vers la Méditerranée, la Grèce, puis l'Italie, et Venise enfin, où là, elle rejoint la route terrestre. Au total, la nouvelle route de la soie comporte 27 villes-étapes. Eh bien, pour le gouvernement chinois, l'objectif, c'est de renforcer les liens commerciaux entre les pays qu'elle traverse, grâce à un réseau d'infrastructures, les chemins de fer et les ports, à un réseau de commerce et une coopération monétaire. Sans oublier, bien sûr, le renforcement des liens diplomatiques entre les États et bien sûr les échanges culturels. Alors ça, évidemment, c'est le discours officiel, qui a quelque chose d'un peu convenu et naïf, derrière lequel se cache un certain nombre d'intérêts et de calculs. Tout d'abord, à l'échelle de la Chine, on voit sur la carte que la nouvelle route de la soie passe par Urumqi, la capitale de la province autonome du Xinjiang, Gorgos, qui se trouve à la frontière avec le Kazakhstan. Puis elle traverse le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan, qui ont des frontières communes avec le Xinjiang. Peuplé d'Ouïghours, une ethnie musulmane turcophone, le Xinjiang fait l'objet d'une politique de sinisation par le gouvernement central de Pékin afin de sécuriser les frontières du pays et d'exploiter les ressources naturelles de la région, notamment le charbon, le fer, l'or et l'uranium. Aujourd'hui, le Xinjiang figure parmi les zones les moins développées de la Chine et Pékin cherche à atténuer les contestations des Ouïghours par le développement économique du Xinjiang. On comprend donc les bénéfices potentiels que Pékin pourrait retirer de cette nouvelle route de la soie à l'échelle de la Chine. Maintenant, si on prend l'échelle de l'Eurasie, on s'attend aussi à des bénéfices potentiels. L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine. La nouvelle route de la soie pourrait ouvrir une voie de transport terrestre pour les exportations chinoises à destination du marché européen. Cela formerait ainsi une alternative à la route maritime via Suez, ce qui permettra de désengorger les ports chinois, et à la voie ferrée Chongqing-Duisbourg, qui traverse toute la Russie. Car si on calcule les temps de transport, il faut compter entre 20 et 40 jours par voie maritime, 16 jours par la voie ferrée Chongqing-Duisbourg, et à l'avenir, à peine 11 jours pour que la route terrestre de la soie relie la Chine à l'Union européenne. Enfin, il y a aussi toute la dimension énergétique. La route de la soie représente des bénéfices potentiels pour Pékin avec la création de nouvelles routes d'approvisionnement. La Chine a importé, en venant de la péninsule arabique, 43% de son pétrole en 2013, 38% de son gaz naturel liquéfié en 2012, par les routes maritimes que vous voyez ici. Or, deux types de menaces pèsent sur ces flux maritimes chinois. Tout d'abord, la piraterie, qui est présente dans le détroit d'Ormuz, le golfe d'Aden, le détroit de Malacca et en mer de Chine méridionale. Ensuite, la présence de la marine américaine, notamment la 5e flotte dans l'océan Indien et la 7e flotte dans les océans Indien et Pacifique. Eh bien, la Chine craint qu'en cas de forte tension avec les États-Unis, Washington puisse ainsi faire pression sur les lignes de communication chinoises. Donc, pour pallier ces deux menaces sur les flux maritimes, la Chine a construit 2 corridors énergétiques. Depuis le port de Gwadar au Pakistan, pour passer directement par voie terrestre vers le Xinjiang chinois, et depuis le port de Kyaukphyu par la Birmanie, pour arriver directement au Yunnan. Et depuis le début des années 2000, la Chine a augmenté ses importations énergétiques en provenance de la Russie, d'où elle fait venir 9% de son pétrole en 2013 et 3% de son gaz naturel liquéfié en 2012. Sauf qu'on constate qu'aujourd'hui, elle cherche à réduire cette dépendance et à diversifier et à rapprocher ses approvisionnements. Un gazoduc Turkménistan-Chine a donc été inauguré en 2009, amenant le gaz du Turkménistan jusqu'au Xinjiang à l'ouest de la Chine. C'est le premier gazoduc qui relie l'Asie centrale au réseau gazier chinois, et en 2013, il acheminait déjà près de 30% de la consommation chinoise. Alors pour conclure, reprenons
la carte publiée par Pékin. Finalement, une des fonctions principales de cette route de la soie nouvelle pourrait consister à sécuriser les routes d'approvisionnement énergétique chinoises venant de ces nouveaux partenaires asiatiques, ce qui réduirait les risques d'une coupure d'approvisionnement en provenance de la péninsule arabique, de la Russie, mais aussi de l'Iran et de l'Afrique subsaharienne. Alors cette carte chinoise publiée en mai 2014 nous montre bien que par cette projection, d'ailleurs dans les deux sens du terme, la Chine se rappelle au reste du monde comme étant bien l'empire du milieu. Mais il ne s'agit pour le moment que d'un concept, d'un label apposé à toutes sortes de projets d'infrastructures de transport. Pour le moment, il n'y a pas de début de calendrier et encore moins de plan d'investissement pour donner un début de réalité à cette nouvelle route de la soie. Mais en tout cas, cette référence, qui est très évocatrice, est peut-être un des éléments du soft power chinois, étant en tout cas de rendre acceptable ce qui n'est après tout qu'une stratégie de défense des intérêts chinois. Sur cette problématique, vous pouvez lire utilement Une histoire géopolitique de la route de la soie de Pierre Biarnès aux éditions Ellipse. Vous pouvez lire Nouvelle route de la soie, comment le monde arabe délaisse l'Occident pour la Chine aux éditions Autrement. Et puis si vous allez sur le site de l'UNESCO, vous comprendrez pourquoi la route de la soie historique est devenue patrimoine mondial de l'humanité.
Konnichiwa. Ni hao. Sustay. Namaste. Assalamu alaikum. Buenos días. Bonjour.